Ah. Yeah. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau webinaire de My Happy Job by Moodwork. Donc, je suis Fabienne Broucaret, je suis la rédactrice en chef de My Happy Job by Moodwork. Je suis ravie de vous retrouver parce que c'est notre premier webinaire de la rentrée. Et comme vous l'avez peut-être vu si vous suivez My Happy Job, on a une grande actualité. Aujourd'hui, c'est nos 5 ans. Donc, je suis ravie. Voilà, il y a 5 ans, à la même heure, j'étais devant mon ordinateur en train de mettre le site en ligne en me demandant comment tout ça allait être accueilli. Et je suis ravie, du coup, 5 ans plus tard, d'être avec vous pour ce webinaire, pour agir pour la prévention du stress au travail. Alors, ce webinaire, n'hésitez pas à participer tout au long du webinaire pour qu'on le rende le plus interactif possible. Donc, je vais commencer par me présenter brièvement et après, je vais vous présenter mes 3 invités du jour. Donc, moi, j'ai lancé My Happy Job en 2016 avec l'idée et l'envie de partager les clés du bien-être au travail avec le plus grand nombre. Et j'ai rejoint du coup Moodwork en septembre, qui est une plateforme qui accompagne les salariés pour devenir acteurs de leur qualité de vie au travail et qui aide notamment avec un pôle de recherche psy, donc on aura l'occasion de vous reparler parce qu'on va pouvoir lancer plein de nouveaux formats ensemble. Alors aujourd'hui, on va pouvoir vous parler de stress parce qu'on s'est dit que fin septembre, l'effet des vacances commençait un petit peu à s'estomper, le côté tranquille, on reprend douceur et on a tous nos agendas qui sont à nouveau surchargés. On a ce fameux nouveau modèle hybride qui peut être aussi source de stress, le temps de s'adapter à ces nouvelles habitudes entre le télétravail et le bureau. Donc on s'est dit que fin septembre, début octobre, ce serait chouette de vous donner quelques clés pour agir en prévention avant de tomber peut-être dans l'épuisement ou dans le stress chronique. Donc, pour parler avec moi de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Payot. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabienne. Vous êtes psychologue du travail, fondatrice de la Fabrique à Bonheur et vous êtes spécialisée justement dans la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Bienvenue. Absolument. Bonjour Hélène Rochard. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Alors, vous êtes Wellness Manager chez Generali. Generali qui est un partenaire de My Happy Job depuis le départ. Donc, ça aussi, ça compte quand on lance un site en solo. C'est important d'avoir des partenaires qui nous suivent tout au long des années. C'est un vrai plaisir. Et vous êtes notamment, du coup, en charge d'un programme qui s'appelle Generali Vitality, dont on aura l'occasion de reparler parce que c'est un programme qui, justement, peut nous aider à mieux gérer notre stress et notre hygiène de vie au quotidien. Bienvenue, Hélène. Merci. Bonjour Stéphanie Haïch. Bonjour Fabienne. Alors, vous êtes formateur, consultant en bien-être au travail et sophrologue et vous avez écrit un livre qu'on aperçoit derrière, si je ne me trompe pas, pour gestion du stress aux éditions Viber. Et j'aime beaucoup parce que vous avez fondé, du coup, votre entreprise s'appelle Chasseur de stress et vu le sujet du jour, on en a bien besoin et on a bien envie de l'apprivoiser un petit peu autrement, ce stress. Alors, pour démarrer, j'aurais une question très simple, Stéphane. C'est quoi le stress exactement ? Ce que je vous propose, c'est de poser la question à tout le monde, à tous nos participants. Pour vous, c'est quoi le stress? Je vous propose de le mettre dans le chat tout de suite, comme ça on va voir vos réactions et la manière dont votre vision du stress, ou peut-être votre manière de vivre le stress, ça va dépendre justement des réponses. Alors, n'hésitez pas C'est à vous. Du coup, dans le chat, un mot. Si on vous dit stress, quel mot vous vient spontanément à l'esprit? Qu'est-ce que c'est? Déséquilibre, c'est intéressant. Surcharge de travail. Surcharge de travail. Cortisol, pression, submergée, anxiété. Ah oui, on la sent la vague de stress là. Respiration bloquée, angoisse, ressenti intérieur, peur, réaction de survie, l'overdose, l'épuisement, un cocktail d'émotions qui détonne. Ouais. La stimulation, l'overdose, donc il y a le sentiment de trop plein. C'est intéressant. Après, on nous dit émotion positive ou négative en fonction d'une situation. Là, on affine un peu quand même. On passe du monstre qui nous fait peur à quelque chose d'un peu plus... Adaptation. Très bonne réponse. Le bore-out, c'est intéressant. Sous pression. Oui, on ressent bien le stress. Stress positif, négatif. Donc ça va être intéressant à questionner aussi. Les impacts, en effet, sur le physique et le mental, parce que le stress, en effet, n'est pas sans effet sur notre corps, mais aussi sur notre cerveau. Alors, du coup, Stéphane, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Ça introduit parfaitement un sujet clé dans le monde de l'entreprise. En fait, il y a un grand malentendu avec le stress. On a tendance à confondre le stress, la réaction de stress, ce qui cause le stress. Donc, par exemple, la surcharge de travail, c'est ce qui cause le stress. Notre réaction émotionnelle, qui est une réaction au stress, notre état physique ou émotionnel, qui est une conséquence du stress.
Et puis alors le grand malentendu aussi, c'est que le stress n'est pas un tabou dans le monde de l'entreprise. On en parlait récemment, de RH qui ne veulent pas entendre parler du mot stress, alors que c'est naturel. Et justement, le stress, c'est quoi? Eh bien, c'est une réponse physiologique, biologique, neurobiologique et chimique de notre organisme à ce qu'il perçoit comme une menace ou comme un danger. Donc, c'est quelque chose qui est notre système d'alarme interne, notre instinct de survie, qui nous fait, qui mobilise notre énergie, nos capacités face à une situation qui peut être perçue comme un danger. J'insiste sur la notion de perception parce que dans le monde du stress, c'est ça, tout est affaire de perception. Et je voudrais qu'on fasse le point sur, finalement, là aujourd'hui, on parle de stress au travail. Le stress au travail, il y a une vraie définition qui a été faite par l'Agence européenne de la sécurité et de la santé au travail, qui est le stress au travail, c'est le déséquilibre entre les contraintes qui pèsent sur un individu et les ressources dont il pense disposer pour pouvoir y faire face. C'est à nouveau une notion de perception. Donc, il n'y a pas de réalité objective, mais des réalités subjectives. Est-ce que je peux faire face ou est-ce que je ne peux pas faire face? C'est mon stress à moi. Voilà. Donc là, on est sur la définition du stress au travail. Et je voudrais bien aussi, juste en tant qu'ancien recruteur, dire quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes recruteur, si vous êtes RH, ne posez pas cette question. Est-ce que vous êtes capable de bien gérer votre stress lorsque vous recrutez quelqu'un? Parce que je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable, vous, de bien gérer votre stress? Ce n'était pas mon cas lorsque j'étais recruteur. Aujourd'hui, je sais comment je fais. Je me dis que ça va être un poste avec énormément de stress si on me pose la question. Donc, du coup, c'est un peu moins engageant quand même. Et justement, Isabelle, dans le contexte du travail, quelles sont les sources de stress principales? Qu'est-ce qui stresse le plus les salariés ou les managers français? En fait, on peut dire, c'est la charge de travail qui est énorme, la surcharge de travail, une pression ressentie, etc. Mais quand on interroge vraiment, alors moi je vais dire les patients ou bien les collaborateurs quand je vais en entreprise, c'est souvent l'absence de sens qui fait qu'il y a un stress qui est généré, puisque les gens sont ramenés à eux-mêmes. Qu'est-ce que je dois faire? On va me dire, voilà, ton objectif c'est celui-là, vas-y, on sait que tu vas pouvoir le remplir et débrouille-toi tout seul. Donc, c'est une absence de sens et c'est une absence de soutien ou de moyens pour mettre les choses en œuvre. Ça peut être de manque de moyens humains, manque de soutien des pairs ou de la hiérarchie, manque de moyens peut-être financiers dans des projets, etc. En tout cas, c'est quand je me retrouve seule face à une tâche sur laquelle j'ai l'impression de ne pas avoir la main. Ça, c'est une très grosse source de stress, d'être empêché dans sa capacité d'agir. Oui, empêché aussi dans la capacité de bien faire son travail, du coup. Exactement. Oui, Stéphane? Alors, je voudrais juste parler des 4 grands facteurs de stress, c'est-à-dire qui sont liés aux sources de stress, mais auxquels on est plus sensible d'une personne à l'autre. Ça va dépendre véritablement de notre manière de réagir. Ça se résume à 4 lettres qui sont CINE, C-I-N-E, le contrôle, ou plutôt la perte de contrôle, le fait d'être dépendant de personnes ou d'événements, comme sous-traitance par exemple. L'imprévisibilité, on en retrouve énormément dans certains métiers. Je parlais de mon ancien métier, j'étais dans l'événementiel. C'est un métier fait d'imprévus. Le troisième grand facteur de stress, c'est le changement. Et là, depuis 2 ans, quasiment 2 ans, le changement, c'est notre quotidien. Nous devons nous adapter en permanence. Confinement, reconfinement, déconfinement, masque, pas masque, enfin bon, passe sanitaire. On est dans l'adaptation permanente. Et là, en plus, se rajoute le télétravail de crise, le retour en travail, l'hybride. Donc, tout ça fait qu'on est extrêmement stressé. On n'a jamais eu autant de personnes stressées. Et le dernier grand facteur de stress, c'est la menace de l'ego, le fait de se sentir aimé, reconnu, apprécié dans son travail. Et la distanciation avec le télétravail a fait qu'on a perdu ce feedback, ce retour où on vous dit tout simplement merci et bravo. Oui, ça compte énormément au quotidien. Quand on parlait tout à l'heure des impacts du stress sur le corps, sur le cerveau, c'est des choses qui revenaient beaucoup dans le chat. Hélène, le programme Vitality, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu du coup les clés? Est-ce que le premier pas, c'est de prendre soin de soi, de son corps et de ne pas s'oublier au quotidien?
de ne pas s'oublier, de faire attention à soi et d'avoir tous ses sens en alerte pour justement pouvoir rectifier quand ça ne va pas. Et notamment, alors le programme Generali Vitality, c'est un programme de prévention qui est proposé dans le cadre de notre contrat collectif santé à Generali. Et donc, le but, c'est par le système du jeu, d'emmener tout à chacun à faire attention à soi, à sa santé, à son bien-être. Et plus on va avoir de bonnes habitudes de vie et on va mettre de côté nos mauvaises habitudes de vie qu'on a tous, on est tous humains, et plus on va être récompensé par le programme, on va cagnoter des points. Donc, plus on aura de points dans le programme, plus on aura des récompenses qui seront intéressantes. Donc, ça paraît tout bête comme ça, mais c'est vraiment clé et ça peut servir de très bons garde-fous. Je vous explique un peu en quoi consiste le programme. Il y a 3 piliers. Le pilier se connaître, qui va permettre aux membres de gagner des points. Alors, en remplissant des questionnaires, mais ça paraît tout bête, mais ces questionnaires vont lui faire prendre conscience qu'on a une partie de sa santé entre les mains. Est-ce qu'on dort suffisamment? Est-ce qu'on s'alimente bien? Est-ce qu'on bouge suffisamment? Et parfois, il y a certaines questions, on se dit, oh là là, oui, effectivement, combien d'heures par jour je passe devant mon écran sédentaire en réunion? C'est des questions qui peuvent faire mal, notamment dans le cadre du télétravail. Le membre va pouvoir gagner des points toujours dans la partie se connaître en faisant des actes de prévention, le fait d'aller chez son dentiste par exemple, le fait de faire un bilan sanguin pour voir son taux de cholestérol, glycémie, etc. L'autre partie pour gagner des points, ça va être grâce à ses pas, à l'activité physique. Et donc la troisième partie qui est la plus sympa, je dirais, c'est celle qu'on appelle profiter, où là on va avoir toutes les récompenses qui vont être liées à notre nombre de points qu'on a gagnés dans le programme. Donc on a des défis à la semaine à réaliser, donc un certain nombre de pas à réaliser par semaine, qui peuvent nous faire gagner des chèques cadeaux de 10 € par exemple de manière hebdomadaire. On a des réductions chez des partenaires, alors notamment chez Expedia, hein. Là on est dans le voyage, dans les récompenses après l'effort, après des dures journées de travail, donc 40% chez Expedia par exemple, etc., etc. Voilà, donc par le système du jeu, on prend conscience qu'on a une partie de sa santé entre les mains et on a un garde-fou pour dire ah oui, il faut que je pense à bouger, à me déconnecter aussi parce que c'est vraiment source une bonne solution pour gérer son stress quand on a tous les voyants qui sont au rouge. On déconnecte, on fait une pause, on va marcher un peu et après, bizarrement, on se sent déjà un peu mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois le côté défi qui du coup nous incite parce que bon, aller chausser ses baskets, c'est pas forcément très motivant pour tout le monde. Donc, ça dépend du temps. Voilà, exactement. Et du coup, c'est intéressant d'avoir ce côté défi qui peut être aussi défi collectif et en même temps ce côté prise de conscience, Stéphane, parce que c'est intéressant de se dire de prendre du temps pour notre corps. Des fois, nous envoie des signaux auxquels on ne prête pas forcément attention. On continue à être dans le rush permanent et on avance un petit peu à l'aveugle. Quels sont vraiment les signaux d'alerte où le stress, j'imagine, ne s'installe pas du jour au lendemain? Il y a plusieurs phases. Donc, comment on peut justement essayer de prendre conscience de tout ça? La première clé, c'est justement d'apprendre à se connaître parce que nous avons tous notre manière, c'est mon stress à moi, donc mon corps va s'exprimer d'une certaine manière et mon voisin ne va pas recevoir les mêmes signaux d'alerte. Ce qu'on retrouve quand même de manière assez récurrente et plutôt générale, c'est la perte de concentration, la perte d'attention, la perte de mémoire, l'irritabilité, l'humeur joue. Nos journées ont un impact sur nos nuits, si elles sont mal vécues, si on n'a pas assez de sommeil, dans la journée, on va être de mauvaise humeur, on va être irritable, ça va entretenir le stress. La difficulté à prendre du recul, à prendre les bonnes décisions en situation d'urgence, la mauvaise gestion du temps est souvent synonyme de mauvaise gestion du stress et vice-versa, puisque plus on est stressé, plus on va avoir un sentiment d'urgence. Mais surtout, voilà, les signaux physiques, il faut savoir reconnaître, c'est notre décodeur à nous, très personnel. Ça va être des cervicalgies pour les uns, des lombalgies pour d'autres, des troubles digestifs, des problèmes de peau, d'allergies, d'eczéma, des maux de tête. Donc, chacun va avoir son mode d'expression. Il peut y en avoir plusieurs. À partir du moment où vous savez les reconnaître, vous pouvez dire, là, ce que je vis, c'est du stress. Et à ce moment-là, si vous avez les clés pour bien gérer votre stress, vous pouvez éviter de vous enfoncer dans les différentes phases du stress, qui sont trois. Il y en a trois, pardon. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler la phase de performance. On l'appelle la phase d'alarme. C'est la phase dans laquelle il faut savoir rester pour ne pas s'enfoncer dans la deuxième, qui est une phase de stress chronique, où petit à petit, justement, les tensions vont s'installer sur la durée, les troubles psychosomatiques vont apparaître, et plus on va aller dans le stress chronique, plus on va vers la dernière phase, qui est la phase d'épuisement, la phase qui mène au burn-out notamment, le burn-out étant le syndrome d'épuisement professionnel.
Oui, donc c'est pas en effet du jour au lendemain, ça peut être assez progressif et en effet, c'est important d'avoir, en tête ces signaux. Isabelle, quand on voit qu'on s'installe, dans un stress un peu chronique, justement, on parlait des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de la concentration de la vigilance qui diminue, quels seraient vos conseils? Qu'est-ce qu'on peut faire comme, 1er pas pour essayer d'enrayer et de ne pas aller jusqu'au burn-out ou à l'épuisement, total? La difficulté, c'est justement d'observer ces signaux faibles. Moi, je me souviens d'un patient qui m'avait été envoyé par un médecin qui avait basculé dans le burn-out et à qui je demandais quels sont les signaux que vous avez repérés. Il me dit aucun, vraiment, ça m'est arrivé du jour au lendemain, ça lui était tombé sur la tête. Chose qui n'existe pas, hein, bien sûr. Et puis, en creusant, il me dit qu'en janvier, il a eu la grippe, mais c'est normal, il fait froid en janvier. En février, il a eu un lumbago, mais c'est normal, en février, on a des lumbagos, etc. En mars, il avait autre chose. En avril, il y avait toujours un truc, mais ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on n'est que dans notre tête et on n'est pas installé dans notre corps. Donc, on va avoir du mal à se relier aux sensations de l'épuisement et pas à se dire, à ne pas vouloir rationaliser les petits signaux. Donc, vraiment de s'écouter, de redescendre dans son corps pour éviter d'aller trop loin et ne pas se dire non plus, c'est pas grave, allez, j'y vais, je suis un bon petit soldat, je lâche pas. En fonction de chacun, de ce qu'on aura entendu sur la question du travail dans notre histoire personnelle, on va être comme ça, à vouloir aller jusqu'au bout. Moi, je suis pas quelqu'un, je me souviens d'une patiente qui m'a dit, moi, je suis pas quelqu'un qui m'arrête en arrêt maladie. Et je dis, il va falloir que vous soyez quelqu'un qui s'arrête là, parce que c'est déjà un peu trop loin. Donc, il y a vraiment à travailler cette question-là de est-ce que j'ai le droit de me sentir mal? Est-ce que j'ai le droit de me sentir fatiguée? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que je peux prendre soin de moi? Donc, toute cette question-là, c'est des questions vraiment de croyance, de vision du travail. Donc, il y a déjà à prendre, voilà, à prendre soin de ça. Et puis ensuite, d'évaluer ce qui est réalisable. On me donne des choses. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce qu'on m'a chargé la mule parce que je suis le bon petit soldat et je vais y aller? Donc, me poser en disant, mais sur ce projet qu'on me demande, il faudrait peut-être 2 personnes et pas juste moi toute seule. Donc, c'est vraiment de pouvoir discuter du travail. Or, quand on nous donne du travail, il n'y a pas beaucoup de disputes, de conflits au sens de vraiment de malaxer la matière du travail pour dire ce que vous me demandez, c'est pas réalisable. En tout cas, pas en l'état, ou bien il me faut plus de monde, ou bien il me faut plus de temps, etc. Donc, que ce soit partagé. On évite l'épuisement si on rentre dans une dimension collective où on va vraiment discuter sur le centre du truc qui est le travail en lui-même. Et on a Christophe qui avait une réflexion intéressante qui nous disait on ne voit pas toujours ces signaux, c'est dur parfois d'en prendre conscience. Et le fait d'en parler aux autres, aux collègues ou les conjoints, les conjointes, la famille, est-ce que voilà, tenir compte des remarques des autres peut aussi être une bonne idée pour prendre un peu de recul? Oui, ça c'est sûr. Et puis surtout d'avoir l'œil, c'est-à-dire on dit toujours être une sentinelle pour les autres et être une sentinelle pour soi-même. Sauf qu'on sait mieux être sentinelle pour les autres en disant, tiens, il y a Liliane de la Compta, je dis Liliane parce que je pense que Catherine et Liliane, il y a Liliane de la Compta qui était super pro et là, elle fait bourde sur bourde. C'est pas normal. Il y a un truc qui va pas, qui commence à s'enrayer. Donc quand on voit qu'il y a des petites choses comme ça, il faut avoir l'œil, il faut pouvoir renvoyer ça et pas se dire ah ben non, ça ne me concerne pas, moi je préfère rien dire. C'est en ça que je dis que la dimension collective, elle est très importante, au-delà du fait qu'on s'entende bien ou qu'on ne s'entende pas bien. Hein. On n'est pas là juste pour faire des potes au travail, on est vraiment là pour s'entraider et développer de la confiance. Et justement, Christophe nous parle des réseaux de sentinelles, de bienveilleurs en entreprise. On avait écrit un article là-dessus sur My Happy Job qui est intéressant parce que c'est le fait de, voilà, on n'est pas médecin du travail, on n'est pas psychologue, on ne travaille pas tous au RH, mais par contre, on peut tous avoir un rôle de vigilance dans l'équipe et de peut-être servir pour faire remonter des soucis que les personnes n'oseraient pas voilà, partager. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie dimension collective. Quels seraient vos conseils si on voit quelqu'un qui ne va pas bien, justement, si on se rend compte que Liliane de la Compta vraiment est très stressée et que ça s'installe depuis très longtemps, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres? Alors, Stéphane? pour avoir vécu 2 burn-out en entreprise, dont un très, très violent, alors moi, personnellement, je ne reconnaissais pas que je vivais du stress. Donc, j'étais dans le déni le plus total. Beaucoup de personnes l'ont remarqué. Je l'ai vu en fait plusieurs années après, quand j'en ai parlé.
Sur le moment, personne n'en a parlé. Donc, il faut faire le pas. C'est extrêmement important de faire ce pas, d'aller en parler à la personne concernée parce qu'elle n'aura pas conscience. Plus elle va s'enfoncer vers l'épuisement, plus elle va s'isoler, elle va être dans le déni, elle va être dans la vulnérabilité qu'elle ne voudra pas avouer. Donc, la personne qui est en burn-out ne dira jamais qu'elle se sent mal. Elle ne voudra pas faire un aveu de faiblesse. Donc, elle a besoin des autres pour appuyer sur ce bouton, sur le signal d'alarme. Donc, c'est essentiel, en effet, de porter secours à ces personnes qui sont en souffrance et de savoir le reconnaître. Cela veut dire qu'on sait reconnaître, donc on a été formé ou informé sur les manières de reconnaître les signaux d'alerte du stress sur soi-même et sur les autres pour pouvoir justement tendre la main. Et si je vois un collègue qui va mal, la question, elle est importante, mais si je vois un de mes collaborateurs qui va mal, si je suis manager, ça va être lui, ça va être le pivot en fait du soutien et puis de ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre au niveau de l'entreprise, de l'organisation, des RH, de la médecine du travail, du CHSCT, enfin CSE, pour que justement les choses aillent mieux. Tout à l'heure, tu parlais juste, je reviens sur la question d'avant, qui était les signaux. C'est une affaire collective et à la fois une affaire individuelle. C'est de l'écologie professionnelle qu'on doit mettre en place pour apprendre à faire des pauses déjà. Le programme Vitality, justement, c'est génial pour ça. Mais savoir identifier ce qui pollue notre bien-être, c'est-à-dire les sources de stress sur lesquelles on peut avoir la main, sur lesquelles je peux agir, celles sur lesquelles peut-être je vais avoir besoin de mon manager pour agir. La charge de travail, ce n'est pas possible. Si j'ose pas dire que j'ai atteint mes limites, il faut que le manager il en ait conscience. Donc, c'est un travail de binôme. Et puis, alors, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, sur lesquelles il va falloir lâcher prise et relativiser. Par exemple, si mon principal stresseur, c'est mon manager. Et c'est le cas souvent, d'ailleurs. Isabelle, on a Mariette qui nous demande comment accompagner une personne à sortir du déni. Si En fait, la personne pour continue. accompagner quelqu'un qui est dans le déni, on ne va pas lui dire « tu fais plus le boulot comme il faut, on va dire « je m'inquiète pour toi ». Je vois que tu n'es pas aussi enjoué que tu l'étais. Je vois que c'est difficile, qu'il y a de la tension. Je vais parler d'abord de moi et de l'inquiétude que ça suscite chez moi. Et de dire, moi, je ne peux pas laisser cette situation et te regarder sombrer. Donc, si toi, tu n'en es pas d'accord, il y en a qui ne peuvent pas toujours, il y en a qui n'écoutent pas, mais on peut, je pense, vraiment, là, pour le coup, si on a trop peur d'appeler la RH en direct, on peut le faire de façon anonyme. On glisse une petite lettre sous la porte en disant « je m'inquiète pour mon collègue ». Moi, je pense que c'est une nécessité d'alerte. On doit alerter quand on voit que son collègue est en train de sombrer. Parce qu'on n'est jamais content de se voir sombrer. Stéphane, il disait « moi, j'ai rien vu ». J'ai rien vu. Tous les autres me disaient « bah ouais, bien sûr, ça se voyait trop que tu étais stressé ». Il n'y en a pas un qui a été foutu de lui dire. Donc, il a fallu qu'il aille jusqu'au bout. C'est quand même incroyable. Donc, il y a vraiment à aller, quand quelqu'un est dans le déni, si on parle de soi et qu'on lui dit « voilà, je m'inquiète pour toi », il y a une petite graine qui va être dans la… Voilà, ça va commencer à germer et au bout d'un moment, la personne va réaliser. Elle va sortir du déni. Oui. Et on nous dit aussi les témoignages sont importants, c'est vrai. Tu vois, par exemple, Stéphane, le fait d'en parler et de dire voilà, moi aussi, je suis passée par là, je pense que ça lève aussi un tabou de pas oser du coup en parler et de comprendre ce qui a permis aussi aux personnes d'en sortir et d'avancer de l'avant. On parlait de la dimension individuelle et collective. Hélène, quand vous installez ce programme en entreprise, quels sont les retours justement de vos clients? Parce qu'on peut se dire, est-ce que c'est à l'entreprise de proposer un programme qui m'incite à aller marcher, à prendre des pauses? Qu'est-ce que ça crée aussi collectivement dans l'entreprise? Alors, c'est très, très sympa à regarder parce que partout où on déploie le programme, il y a vraiment une émulation, alors avec beaucoup de bienveillance qui se crée. Je vous donne quelques exemples. Certains collègues se remettent à courir. Donc, le lundi matin, ils sont tout fiers d'eux de dire oh, ça y est, je me suis remis à courir. Certains qui sont déjà des runners et qui, entre midi et deux, vont en profitent pour courir, emmènent leurs collègues avec eux. Il y a d'autres initiatives qui ont été très sympas, notamment pendant le confinement, ou quand vous avez une réunion où il n'y a pas forcément besoin d'un support, ou alors parfois des réunions qu'on organisait, vous savez, pour remplacer la pause café, par exemple, après le retour de la cantine, donc 13h30, 13h45, où voilà, se connecte celui qui peut, qui veut. Eh bien, dans le cadre de ces réunions, de ces rendez-vous, certains télécharger Teams, par exemple, sur leur portable
table et faisait la réunion en marchant. Et donc, c'est toujours bienveillant puisque le programme Generali Vitality était déployé dans l'entreprise. Donc, voilà, certains disaient, si c'est sympa, je vais m'y mettre. Et ça obligeait tout à chacun à voilà, faire une pause, s'aérer. Et indépendamment du confinement, moi, je sais que j'ai des managers qui font des réunions, vous savez, des brainstorming en marchant. Alors, il y en a un qui note, mais on est plus créatif parfois quand on sort du cadre du bureau. Donc, voilà, avec beaucoup de bienveillance. Alors, les escaliers ont un regain d'attrait, ont beaucoup d'attrait bizarrement. Voilà, ils redeviennent populaires. Certains ont dû les repeindre parce que parfois les escaliers, c'est juste pour le secours, c'est très laid. Donc là, du coup, hop, un coup de peinture dans les escaliers et toujours avec beaucoup de bienveillance. Donc vraiment très, très, très sympa et très sympa à voir en entreprise, voilà, ce regain d'activité pour l'activité physique, pour la nutrition aussi, faire des animations quand on a un restaurant d'entreprise pour voilà, faire attention à son alimentation, ça fait partie du bien-être. C'est aussi une clé pour prendre soin de soi. Oui. Isabelle ? Il y a à revenir à des choses qui sont quand même évidentes et qui pourtant sont oubliées. Boire de l'eau, s'oxygéner, bouger. C'est indispensable et ça, on le perd très tôt parce qu'on le perd dès qu'on nous assoit à une table au CP et qu'on nous demande de ne plus bouger. Donc, au bureau, c'est pareil. Si on est assis et qu'on est en train de taper sur le clavier, on a l'impression qu'on bosse beaucoup. Et si on est en train de marcher dehors, on croit qu'on ne travaille pas alors qu'on est en train de travailler. On est en train de réfléchir, on est en train de s'oxygéner, on va être plus créatif, comme le disait Christophe. Donc, voilà, de revenir à des choses essentielles. Aller faire pipi aussi. Il y en a qui ne se lèvent pas de leur chaise, qui n'y vont pas de la journée. J'ai pas le temps, on nous dit. Donc, voilà, ça n'aide pas, quoi. Et tout ça, revenir à des choses de bon sens. Et en plus, tout ça, on le perd énormément en télétravail. C'est-à-dire que le peu qu'on bouge au bureau, on bouge encore moins en télétravail. Parce qu'on n'a pas à aller se lever pour aller à l'imprimante, aller à la machine à café ou aller en réunion. Donc, on a besoin d'instaurer ces pauses. Et c'est vrai que d'être guidé dans ces pauses, ça aide énormément. Et justement, pour avoir le déclic, regardez si vous avez un téléphone ou une montre connectée ou autre, le nombre de pas que vous faites en télétravail et le nombre de pas que vous faites les jours où vous allez au bureau. Comme maintenant, on fait les deux dans la même semaine, vous pouvez avoir vite la comparaison. Et ça fait mal quand on voit en télétravail les 800 pas ou les 1000 pas et on se dit aïe, 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 ça va pas du tout. Et en effet, on se rend compte que voilà, juste aller marcher le midi, le quart d'heure ou la demi-heure que vous gagnez dans les transports, et ben pourquoi pas aller marcher tant qu'il fait voilà, encore beau, en tout cas de bouger un peu plus. Et tout à fait pour prendre de bonnes habitudes, essayer d'installer voilà, des nouvelles routines qui vous feront du bien. On parlait des managers tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux managers voilà, pour agir en prévention du stress? Ils ont un rôle clé, on le disait, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Stéphane? Pour parler de ma part, de ce que j'ai vécu, et j'ai plus honte de le dire aujourd'hui, j'étais un manager stressé, donc j'étais un manager stressant. Et le manager est à la fois un préventeur, un acteur de la prévention, mais c'est surtout un acteur du stress de ses équipes. C'est terrible lorsque vous avez en formation ou dans des conférences où on demande quels sont vos premiers stresseurs, le manager est dans le top 3. Donc cela veut dire que, et puis ça veut dire que évidemment on a besoin de faire évoluer le management vers un management beaucoup plus bienveillant. Pas vieille école, pas le petit chef qui dit c'est parce que je suis chef que je donne des ordres et que tu dois obéir. Parce que j'ai vu ça plutôt dans la fonction publique. Donc, on doit repenser le modèle managérial et particulièrement en ce moment avec le management à distance qui est devenu pour certains un management distant. Le management à distance dû au télétravail devient aussi le management à distant lorsqu'on est en flex office. Parce que là, on le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui instaurent le télétravail comme un modèle qui va être généralisé. Donc, cela veut dire qu'on va économiser des bureaux, qu'on va passer en flex office et que le modèle managérial doit être complètement repensé. Je donne une conférence sur le flex office prochainement. J'ai demandé à l'entreprise pour laquelle je travaille s'il y avait une formation des managers avant le passage en flex office et ils m'ont dit non. C'est la clé, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que le manager, c'est lui qui doit savoir reconnaître les sources de stress, mais il doit savoir bien les gérer chez lui avant de pouvoir bien les gérer chez les autres. Le management de son stress passe par le propre management de son stress. Isabelle ? Il y a aussi la question que je pense qu'il y a beaucoup de managers qui oublient qu'ils ont une délégation de responsabilité. Donc, ils ont la responsabilité de faire en sorte que l'équipe fonctionne, que les objectifs soient atteints, mais aussi, comme Stéphane vient de le dire, ils ont une délégation de responsabilité sur le bien-être et la santé au travail. Donc, un manager qui fait bien son boulot, il va dire,
Maintenant, tu te déconnectes parce que je t'ai trop vu en ligne, où tu vas prendre de l'air, tu sors, tu vas respirer, tu fais le tour du quartier. Voilà, il a aussi à dire, moi, je te demande de t'arrêter directement ou je te demande d'aller respirer, tu reviendras plus tard quand tu auras baissé dans les tours. C'est ça aussi. Hein, c'est vraiment, c'est pas une question de pouvoir. Le pouvoir, c'est une responsabilité, simplement une délégation de responsabilité. Donc, il a vraiment à mettre en place et à demander aussi de quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien. Un manager qui pose la bonne question, c'est celle-ci. De quoi as-tu besoin pour pouvoir faire ton travail un peu plus tranquillement et avec moins de stress? Et bien peut-être qu'il y en a certains vont dire j'ai besoin d'un tout petit peu plus de temps ou j'ai besoin de travailler en binôme avec quelqu'un, etc. Donc ils vont pouvoir ne pas être juste ramenés à eux-mêmes sur des objectifs. Hein. Le manager, il est là pour veiller à ça. Hein. Et c'est intéressant, moi j'avais l'exemple d'un manager qui avait dit justement à son équipe, vous pouvez le soir, voilà, vous déconnecter, je vous envoie des mails, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'y répondre, vous inquiétez pas. Sauf que lui, dans sa manière de travailler, continuait à traiter ses mails le soir et donc envoyait un mail à 21h30 et il disait à 22h, 22h30, il avait une première réponse. Puis à partir du moment où il y avait une première réponse, l'effet boule de neige, 80% de l'équipe avait répondu avant minuit. Et du coup, il disait que la seule manière, c'était que il a arrêté d'envoyer les mails le soir, c'est-à-dire qu'il les programmait. Et du coup, c'est seulement comme ça que les gens ont réussi à vraiment déconnecter. Donc, c'est intéressant, en effet, de se dire qu'on a voilà, un rôle chacun. La pédagogie par l'exemple. Si je dis arrête de dire des gros mots petits cons, ça ne marche pas. Quoi. Donc, c'est vraiment ça. Si moi-même, je coupe mon téléphone en disant oubliez-moi, je suis en vacances, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui prend mon relais. Il prend mon relais, vraiment. Oui. Il y a vraiment à installer ça et les managers doivent faire remonter l'information aussi. Alors, souvent, malheureusement pour eux, ils sont en zone tampon, là, ils sont pressurisés, puis derrière, c'est difficile, mais il faut vraiment qu'ils puissent faire remonter ça. Ils sont là en soutien pour leurs équipes. Hein. On a deux questions intéressantes. Quels seraient vos conseils face à un manager qui, justement, n'est pas du tout exemplaire, mais plutôt stressant, voire on utilisait le mot de toxique. Qu'est-ce qu'on peut faire quand vraiment le stress et le mal-être vient du manager? Quels seraient vos conseils? Je dirais quand le manager est toxique, parce que j'ai déjà vécu ça, la seule issue, c'est la sortie. C'est souvent la sortie. C'est-à-dire de changer, soit d'évoluer de poste, de demander. J'ai le cas d'une amie qui était sous le coup d'une manager pervers narcissique. Elle a demandé sa mutation en interne et sa vie a changé du jour au lendemain. Et aujourd'hui, la personne en question cherche une assistante et je peux vous assurer que personne ne pose candidature. Donc, ça veut dire qu'en plus, ça se sait. Donc on doit, oui, là, je pense que la solution, c'est la sortie. Je ne sais pas, Isabelle, ce que tu en penses. Oui, parce que je rappelle qu'on n'a pas le droit de pousser son manager dans l'escalier. Hein, ça, c'est un homicide et c'est totalement interdit, donc ne le faites pas. Petit rappel en passant. C'est de faire remonter l'information et de revenir sur du concret aussi. De sortir du ressenti entre lui et moi, le feeling passe pas, etc. Parce que ceux qui sont toxiques, ils vont avoir tendance à utiliser ou à psychologiser en disant, tu sais, j'ai l'impression que ça va pas trop chez toi, donc c'est pour ça que tu n'es pas bien, etc. Donc, certains sont un peu dans la manipulation, de faire remonter sur des faits en disant, tu m'as demandé ça, voilà, à telle date, c'était trop court, et de prendre un tiers pour rentrer dans la relation, de ne pas rester dans une relation duel, ça permet d'objectiver les choses. Après, on a des cas comme celui dont vient de parler Stéphane, où c'est du gros, du gros pervers narcissique, mais il n'y en a pas énormément quand même non plus, hein, des gens qui feraient bien d'aller consulter en psychiatrie. Il y a aussi beaucoup de gens qui, en fait, déclenchent des méthodes de travail un peu barbares parce qu'eux-mêmes sont soumis à une pression auquel ils ne peuvent pas faire face. Et donc, ils se transforment comme ça. Donc, on a aussi le pire en nous dans certaines situations et on est emporté là-dedans. Donc, dès qu'on fait rentrer un tiers, dès qu'on objective la chose, ça permet de se détacher, de se délier et de prendre quelqu'un d'autre pour. Et quand il n'y a pas de solution, eh ben on prend, comme dit Stéphane, on prend ses jambes à son cou et on se bat, on va ailleurs, quoi. Oui, on nous disait de ne pas hésiter à aller voir le N+2, Oui, bien sûr. les syndicats, voilà, il y a plein, en effet. Oui, de déclencher. Voilà. Et ce qui est intéressant, ce qu'on dit aussi, c'est la dimension collective. Mariette nous disait, il y a des organisations aussi qui déshumanisent, qui ont tellement de process que c'est très stressant. Dans ces entreprises-là, quel serait le premier pas, si on est des RH, à faire pour essayer que l'entreprise prenne aussi ses responsabilités et que ce ne soit pas voilà, que les salariés ou les managers qui aient ce poids à gérer?
Alors, c'est un dispositif d'écoute, la base. La première clé, c'est de comprendre où sont les sources de stress, quelles sont les conséquences sur la performance de l'entreprise, mais avant tout sur la santé physique et mentale des salariés. Ça peut se loger dans l'organisation, ça peut se loger bien évidemment dans le management, on en parlait, mais dans les process qui sont mis en place. Il n'y a pas très longtemps, j'ai accompagné en formation une entreprise. Le problème, c'est que ce sont des personnes qui sont au téléphone, des call centers, et elles ont très peu d'autonomie, elles sont sous pression en permanence, elles ont un logiciel qui affiche en permanence des alertes rouges dès qu'on est en dépassement du nombre de dossiers par jour. Ça, évidemment, ce sont des sources de stress. Ça veut dire qu'il faut repenser parfois l'organisation de l'entreprise à partir du moment où l'entreprise devient la principale source de souffrance des salariés. Donc, il y a un travail à faire pour identifier tout ça avec des diagnostics RPS, mais également, ça passe par la formation de l'encadrement, ça passe par une meilleure communication au niveau de l'entreprise, et puis une communication et un management qui soit bienveillant, bien évidemment. Et moi, je suis vraiment pour le fait de rentrer par la case efficacité, productivité, bénéfices, etc. Parce qu'il y en a qui n'en ont rien à foutre du bien-être au travail des collaborateurs dans certaines boîtes. Ils s'en fichent, mais dès qu'on leur montre mal-être des collaborateurs égale baisse du chiffre d'affaires et de l'efficacité, alors là, ils sont préoccupés. Et c'est pas grave que ce soit par cette entrée-là. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'à la fin, les gens aient bien. Ils soient bien au travail, ils se sentent bien au travail. On peut juste rappeler que, de manière directe ou indirecte, un arrêt de travail sur 2 est dû au stress. Donc, et qu'on estimait… Comment ? Et que ça coûte bonbon à l'entreprise. Et que ça coûte bonbon. Et ce qui coûte encore plus bonbon et ce qui n'est pas visible, c'est ce qu'on appelle le présentéisme. Ce sont les personnes qui viennent au travail, elles n'ont plus les capacités, mais comme elles se sentent irremplaçables et totalement essentielles dans les rouages de l'entreprise, parce qu'on leur a fait prendre en compte ça, eh bien, ces personnes-là, elles viennent alors qu'elles n'ont plus de capacité, de concentration, de mémoire, et qu'elles font des bourdes énormes parfois. Donc, elles sont totalement improductives et ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et si vous voulez des chiffres actualisés, il y a l'étude de Malakoff qui est sortie à la rentrée qui est intéressante sur l'absentéisme, justement, sur les 30% en plus d'absentéisme, alors dû un peu au Covid, forcément, mais par contre, ce qui arrive en deuxième, c'est les troubles psychologiques et notamment les RPS. Donc, c'est intéressant de voir et ça entraîne des arrêts longue durée. La moyenne était de 54 jours, c'est quand même énorme. Donc, c'est de se dire que d'agir en prévention évite aussi ces arrêts. Isabelle. Effectivement, je réponds que le médecin du travail doit recevoir le manager. S'il y a des alertes qui ont été constatées, il doit recevoir le manager pour savoir comment va ce manager. Moi, je ne crois pas qu'un manager qui met la pression sur ses collaborateurs, etc., aille bien. Ce n'est pas quelqu'un qui va bien, c'est lui-même quelqu'un qui est en danger. Donc, il doit être reçu et on doit vraiment corroborer ce qui se raconte. Avant de passer aux questions du coup des participants, moi, je voulais vous demander qu'est-ce que selon vous, chacun, si vous pouviez me dire une chose que la crise a changé en matière de prévention du stress. Est-ce que ça peut être du positif ou du négatif, mais qu'est-ce que la fameuse crise du Covid qu'on vit depuis 1 an et demi a pu changer dans la manière d'aborder les choses? Hélène ? Je crois que tout le monde a pris conscience des dangers que pouvait représenter le télétravail, c'est-à-dire être connecté 8-10 heures par jour sans prendre du temps pour soi, alors que quand on a les transports à prendre, etc., on est obligé de partir. Donc, le fait de devoir prendre des pauses qui sont bénéfiques, le fait de rester assis tout le temps qui génère des maux de dos, etc. Donc ça, tout le monde en a pris conscience et dans le sens positif, parce que le télétravail est génial pour plein de choses, notamment pour être bien au quotidien et s'éviter les transports et tout ce que ça génère. Mais voilà, les gens ont davantage conscience que, attention, il faut prendre soin de soi, il faut bouger dans la journée, il faut s'accorder des pauses parce que sinon on n'est pas forcément très productif non plus. Donc ça, voilà, c'est vraiment le côté positif, si je puis dire, de la crise. Si on ne bouge pas suffisamment, on a mal au dos. Ce genre de choses, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience qui est vraiment énorme. Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'effectivement, là, comme dit quelqu'un dans le chat, c'est de dire qu'on s'est enlevé la pression, le stress des transports, de la voiture, etc. Donc, on arrive devant son écran plus frais. Donc ça, c'est quand même une chose qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est le côté positif.
pour ceux qui sont plus, voilà, j'allais dire, ça a bénéficié à ceux qui sont plus inhibés, qui ont besoin de moins d'interaction sociale. Ça leur a fait du bien. Et par contre, les autres ont souffert de ce manque de ce lien. L'aspect un peu moins positif, c'est qu'une fois que je suis sortie de ma douche, je viens m'asseoir devant mon écran. Donc, l'augmentation du temps de travail est conséquente. On voit que les gens travaillent beaucoup plus et qu'ils ont du mal sur l'autorégulation, de dire je vais travailler 1h30, je vais faire une vraie pause, ensuite je vais retravailler, je vais fermer et je vais aller manger ailleurs, dans ma cuisine et pas devant mon écran, etc. Tout ça, de s'autoréguler, c'est encore un peu difficile pour certains de vraiment fermer la porte du bureau parce que c'est dans la maison. L'autre chose aussi qu'on a vu, et comme disait Hélène, c'est que certaines entreprises ont pris soin des conditions de travail de leurs salariés en disant si vous habitez dans un studio ou même dans un appartement où vous n'avez pas une chaise qui est super bonne, etc., vous avez obligation d'aller chercher autour de chez vous un espace de coworking et on vous paye le coworking, mais vous allez être dans de bonnes conditions et vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes. Donc là, on commence à réaliser que le fait d'être seul à la maison, c'est quand même pas super. Donc ça a vraiment changé la dimension, la dimension collective du travail. Elle est plus immatérielle, quoi. Elle est assez virtuelle, même si elle existe toujours un peu. C'est perdu et ça, c'est dommageable. On va voir dans quelques temps ce que ça va donner. Ouais, pour vous donner une idée, par exemple, du temps de travail en plus, on parlait de 40 minutes par jour, hein, c'est quand même pas négligeable au quotidien. Voilà, ouais, c'est ça va vite. Et aussi, on voit pas mal d'entreprises qui ont des kits de télétravail. Alors, il ne faut pas forcément dépenser des sommes folles pour bien équiper les gens en télétravail, mais ça peut être aussi des solutions intéressantes. Stéphane, quel changement mettre en avant? Alors, je dirais pas changement. Alors, moi, je suis plutôt pas pessimiste, mais j'ai un tableau sombre vu le nombre de personnes. J'ai eu, entre mes ateliers et mes conférences, j'ai dû avoir 5000 personnes à qui je me suis adressé, que j'ai pu interroger sur leurs conditions. Et ce que tu disais, Isabelle, en effet, quand je disais, je te pose la question, vous avez combien de temps de transport pour aller de chez vous à votre lieu de travail? Ça allait entre une demi-heure et 2 heures. J'ai eu encore ça la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai travaillé. Donc, ce n'est pas 45 minutes, mais c'est 2 heures de travail en plus à l'aller et au retour, ce qui fait beaucoup plus. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a trouvé beaucoup de gens en situation de burn-out. Je parlais de l'ego tout à l'heure. Ça joue en même temps avec ça. Le fait de travailler plus est souvent dû à un mode de fonctionnement, c'est-à-dire je suis isolé, je suis à distance de mon équipe, je suis à distance de mon manager, donc j'essaie d'en faire plus pour montrer que je suis là. Quand je suis au bureau, ça se voit peut-être, ou pas, mais en tout cas, il y a des personnes qui ont voulu en faire plus, qui ont travaillé plus, qui répondaient plus vite aux mails, qui décrochaient leur téléphone tout de suite pour montrer qu'elles étaient là. Et ces personnes-là ont pour beaucoup été en burn-out. Et puis, un petit syndrome qui est aussi la notion de surexposition digitale. Je prends un exemple. Si je vous pose la question, là dans le chat, vous me dites qui a consulté ses mails ou son ordinateur ou son téléphone depuis le début de ce webinaire. Personne. Voilà. En fait, faire plusieurs choses en même temps, notamment digital, nous met en conflit neuronal permanent, ce qui peut nous amener à un état de stress chronique numérique, voire un état de burn-out numérique, ce que beaucoup ont vécu lorsqu'ils étaient en visio permanente au cours des journées, avec que 5 minutes entre les visios d'ailleurs. Donc, un petit tip, mettez 15 minutes entre vos visios pour laisser respirer votre corps et votre cerveau. Il y a pas mal d'entreprises où je vois de plus en plus des réunions de 45 minutes obligatoirement au lieu d'1 heure pour avoir ce petit sas entre les rendez-vous. Et du coup, c'est pas mal aussi. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire que le multitasking est magnifique et qu'on peut comme ça avancer sur plein de choses. Mais en fait, c'est plus du zapping et au final, on perd en attention. Et on nous demandait aussi la prise de conscience du coup qu'on peut avoir individuellement face à ce stress. Est-ce qu'il y a eu plus de demandes des entreprises pour agir en prévention? Je sais que les études montrent par exemple que les lignes d'écoute psychologique ont fait x2, x3 l'année dernière et ça continue. Et du coup, Hélène, est-ce que vous avez constaté ça aussi? Complètement, notamment par rapport à notre programme Generali Vitality, où vraiment il y a beaucoup d'entreprises qui disaient là c'est le moment de l'activer. Je rappelle que le programme est compris dans nos contrats complémentaires santé collectifs
mais c'est à la main de l'entreprise de l'activer ou non. Il y a juste 3 clics à faire, c'est automatique. Et là, vraiment, les entreprises ont constaté que les salariés allaient mal. Certains DRH qui sont proches de leurs collaborateurs disaient mais moi, j'ai eu des collègues qui m'ont avoué leur addiction à l'alcool, au jeu, etc. Donc, tous les chefs d'entreprise et les DRH se sont rendus compte que les salariés n'allaient pas bien. Et eux-mêmes ont vécu le confinement, les managers aussi ont vécu le confinement. Donc, voilà, c'est vraiment une période à laquelle qui a marqué les esprits parce que vraiment, beaucoup de gens n'allaient pas bien. Et c'était normal, la situation était anxiogène. Voilà, je pense que Stéphane et Isabelle voilà, nous diront que malheureusement, tout ça, voilà, c'est normal. Mais en tout cas, il faut faire face. Isabelle et Stéphane, vous avez constaté pareil en termes de demande et de prise de conscience des entreprises? Oui, parce qu'il y a vraiment, là pour le coup, des managers qui étaient très inquiets pour des membres de leur équipe en disant, je vois bien qu'au fil du temps, la personne a moins envie d'être en lien, elle se renferme un peu sur elle-même. Donc, du coup, l'info passe pas, le travail se fait moins bien, mais ils sont inquiets. On peut pas débarquer chez quelqu'un, sonner à la porte en disant, j'ai vu derrière l'écran que tu avais l'air d'aller très bien. Donc, on a moins de moyens d'être en lien et comme on disait au début de la conférence, l'important c'est d'être des sentinelles les uns pour les autres. C'est beaucoup mieux quand on est ensemble parce qu'on se voit, on peut en discuter. C'est beaucoup plus difficile quand on doit se connecter. Donc effectivement, il y a des demandes qui ont augmenté de prise en charge, même des collaborateurs eux-mêmes qui nous contactent en disant « je vais mal, je ne comprends pas ». Puis quand on objective les choses en disant « à quelle heure vous commencez à travailler, qu'est-ce que vous avez fait », il y a des super outils pour comptabiliser son temps de travail, etc. On se rend compte que la charge, elle est énorme et en plus, quand on s'arrête de travailler, avant, on avait le temps de transport pour écouter de la musique, pour bouquiner, etc. En tout cas, voilà, on relâchait un peu. Maintenant, c'est je ferme la porte du bureau et derrière, il y a les gosses pour ceux qui ont des gosses, ou il y a je démarre tout de suite la deuxième journée, il n'y a plus de sas. Je vais faire tourner les lessives ou bien pendant le temps de travail, je vais faire tout. Donc, on essaie d'optimiser, de tout faire rentrer et ça ne tient pas. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Il y a Marielle qui nous demande le nom des outils pour voir la gestion du temps. On peut prendre Toggle, qui est vraiment, on met l'heure à laquelle on démarre une activité, on met l'activité, on la termine, etc. Voilà, on commence à voir ce qu'on met en place. Il y a la même chose, et j'ai oublié le nom, je l'ai écrit dans mon prochain livre, là, mais ça va me revenir. Pour évaluer aussi le temps de travail sur des choses... voilà, tout ce qui est tâches ménagères, etc. Donc, on évalue... qui s'ajoute. Voilà, tout ce qui s'ajoute, etc. Mais ça me reviendra et je vous donnerai ce nom, je regarderai. Je le mettrai en dessous du... Et sinon, voilà, Toggle. Et Toggle, ça permet de savoir exactement combien de temps on a passé. Sinon, on dit, oh, là, j'ai un mail à envoyer, ça va me prendre 5 minutes. Ce n'est pas 5 minutes, c'est 20 minutes. Ça, un appel, c'est voilà, une demi-heure, etc. Donc, on voit que tout se rajoute et ça permet d'avoir de la visibilité sur l'activité. Plus mon activité de travail est visible, plus je me rends compte de tout ce qui peut être une source de stress pour moi et surtout à quel endroit j'aurais besoin d'aide. Il y a Delphine qui nous demande si on a une idée du nombre de personnes qui n'apprécient pas le télétravail. Alors, il faut se rendre compte, moi, dans les dernières études que j'ai vues, quand on demande aux gens s'ils veulent continuer à télétravailler après la période qu'on a eue là, de confinement et de télétravail contraint, la très grande majorité des personnes veulent continuer à télétravailler, par contre, pas à temps plein. Ce qui revient généralement, c'est 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Et quand on regarde, il y a moins de 5%, je crois que les dernières études, on était à 3-4% de gens qui peuvent télétravailler, mais qui ne veulent plus du tout entendre parler du télétravail. Donc, je dirais que les avantages sont quand même importants quand on arrive à avoir le bon équilibre, et c'est toute la question en ce moment, avec la vie de bureau. Donc, du coup, c'est aussi intéressant à voir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'en ai une pour un petit peu faire un passage à l'action. Si chacun, vous deviez nous donner une bonne pratique, allez, qu'on fait dans la semaine, on est mardi, on se dit avant la fin du mois, qu'est-ce qu'on peut tester, expérimenter chacun, si vous pouviez nous donner un petit outil, une bonne pratique. Qui veut se lancer ? Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Isabelle, sur l'équilibre vie pro-vie perso, savoir créer des sas entre nos temps de vie. Le matin, en effet, moi, je demande souvent dans mes formations, avec qui vous avez pris votre douche ce matin ? Et là, on me regarde avec des grands yeux. Je dis oui. Est-ce que les participants de la réunion de 9h étaient déjà avec vous sous la douche ?
Ben oui, le problème, il est là, c'est qu'on commence notre journée, on est déjà peut-être à peine sorti du lit. Donc, on a besoin de démarrer sa journée avec une page blanche. Donc, en petite introduction tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas arrivé, j'ai parlé d'une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque. C'est une technique respiratoire qui permet de se centrer, de se recentrer, d'équilibrer le cerveau. Et se centrer sur sa respiration permet justement, d'une certaine manière, de faire cette page blanche. D'autant plus que le matin, c'est l'heure où le cortisol, l'hormone du stress, est à son plus haut pic pour nous préparer au stress de la journée. Donc, commencez votre journée avec un exercice respiratoire, cohérence cardiaque ou pleine conscience d'ailleurs. Et puis, pour terminer votre journée, un truc qui est très utile lorsqu'on est en télétravail notamment, mais qu'on va pratiquer au bureau, c'est avoir un geste rituel qui dit, là, en faisant ce geste, j'ancre la fin de ma journée. Je dis maintenant, ma journée de travail est terminée. Donc, je laisse de côté tout ce qui concerne le professionnel pour passer au personnel et pour ne pas pourrir ma soirée, la mienne, mais aussi peut-être celle des autres, avec mes problèmes professionnels. Donc, vous allez, lorsque vous êtes à la maison et que vous sortez d'une pièce, vous éteignez la pièce, vous fermez la porte. Imaginez que vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous fermez votre journée de travail, vous mettez votre journée de travail sur off, donc vous fermez votre laptop, par exemple, et là, vous dites « ma journée de travail est terminée ». Et puis, si vous êtes au bureau, vous mettez un pied en dehors de l'entreprise et vous dites « ma journée de travail est terminée ». Et à ce moment-là, vous visualisez peut-être un mot qui va être le mot de votre soirée, sérénité, calme, douceur, tendresse avec vous-même. Voilà, et puis vous l'ancrez en vous bien profondément pour le garder jusqu'au lendemain. Très bien, le mot nous accompagnera toute la soirée. Hélène ou Isabelle qui veut se lancer? Moi, je vais prêcher voilà, pour mon bébé, si je puis dire, hein, depuis le temps que je suis l'ambassadrice de Vitality. Voilà, c'est un programme que j'affectionne particulièrement. Juste pour vous dire que, notamment dans le cadre du télétravail et de la crise sanitaire qu'on a rencontrée à outrance, le fait d'avoir un défi de la semaine et donc un certain nombre de pas à effectuer par semaine, c'était un très bon garde-fou pour dire « Oh là là, je n'ai pas suffisamment marché aujourd'hui, il faut que j'aille m'aérer ». Et voilà, donc aller marcher et donner des défis. Ben oui. Indépendamment du programme, c'est des choses qu'on peut faire soi-même. Hein. Oui, juste veiller à marcher, à couper, faire une coupure pour être plus efficace après, se détendre, décompresser. Voilà, d'une manière générale, c'est ça. Sympa ce petit tour de magie, Isabelle, pour réapparaître. Le micro est coupé, Isabelle. Il faut remettre le micro. Je suis désolée, je sais pas, le Wi-Fi n'a pas apprécié ce que je disais, il m'a coupé. Mais heureusement, comme j'ai toujours ma baguette magique avec moi, voilà, une vraie magicienne, bravo. L'outil nécessaire pour moi, c'est la baguette magique, bien évidemment. Non, mais sinon, pour décompresser, moi, je suis vraiment, bon, aller marcher, c'est sûr, marcher, même un quart d'heure, hein, même 10 minutes, mais surtout faire sa playlist de musique qui sont kiffantes et qui nous donnent de l'énergie ou bien qui nous apaisent, mais d'avoir des playlists comme ça qui nous font du bien parce qu'on sait que la musique, ça fait quelque chose au cerveau que rien d'autre ne peut créer comme connexion. Donc voilà, de la musique. Et la baguette magique vient d'une... Elle fait envie hein, dans le chat là. Voilà, mais alors, moi, tu vois, j'ai la mienne aussi, j'ai celle de Dumbledore. Ouais, celle-là, voilà. Hein, voilà, Stéphane a Dumbledore. Moi, j'ai des trucs un peu... Le tout, c'est d'avoir des bons outils, quoi, quand on est... C'est la clé, je pense que c'est la clé. Et ça se trouve dans des boutiques de jouets pour enfants. Et ben voilà, retournons en enfance, c'est bien ça. Avec la baguette magique, on peut se dire un truc, et c'est peut-être le challenge qu'on peut lancer aussi, c'est de dire qu'est-ce que vous voudriez faire apparaître ou disparaître dans votre vie cette semaine. Exactement. Ah ouais, tout à fait. Et on nous dit aller lire, aller marcher, du coup, ou courir en chanson, c'est vrai, comme ça au moins on fait 2 en 1 et on fait la bonne combinaison du coup en plus. Très bien, merci beaucoup et c'est vrai qu'on en a tous besoin de la petite baguette magique dans nos journées de travail. Un grand merci à tous les 3, c'était un plaisir de relancer les webinaires avec vous. C'était un très bon moment. Donc le webinaire sera disponible en replay dès demain. Vous recevrez du coup un petit mail pour les personnes qui étaient inscrites et ce sera sur notre chaîne
chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de My Happy Job by Moodwork. Et comme ça, vous pouvez du coup retrouver. On vous mettra les liens vers le programme Generali Vitality, vers la Fabrique à Bonheur et vers le site Chasseur de Stress. Comme ça, vous aurez plein d'outils et de ressources du coup pour apprivoiser votre stress et vous penserez à nous, du coup, un petit exercice de cohérence cardiaque, la musique à fond dans le salon en télétravail et en allant marcher un quart d'heure cet après-midi. Un grand merci. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à Merci à tous. tous. Et à très bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.